Bouc émissaire. Bien sûr. Mais je vous donne une nouvelle preuve de la duplicité du gouvernement israélien dans cette affaire. La nature des renseignements qui vont être fournis par Pollard ne pouvait laisser aucun doute sur leur origine. Une origine américaine, vous voulez dire. Or, ces précieux renseignements étaient naturellement communiqués aux autorités, à charge pour elles de les exploiter. Donc, enfin d'après vous, Peres et les autres ne pouvaient pas ignorer que Eitan disposait d'une source aux États-Unis. Mais c'est ce que je voulais dire. Toutefois, encore une fois, n'allons pas trop vite et voyons la suite. Après ce premier contact avec le colonel Sella, Pollard va être mis à l'épreuve. Ce qui signifie... On lui demande de faire une démonstration de son efficacité. Une première livraison de renseignements. Oui, c'est absolument fabuleux. Pollard a rassemblé des informations essentielles sur les programmes militaires des pays arabes voisins d'Israël. Des informations que les Israéliens ne connaissaient pas? C'est ça. Et à cette occasion, ils ont découvert ce qu'ils soupçonnaient. Les Américains se gardaient bien de leur révéler tout ce qu'ils savaient. Mais pourquoi? Enfin, puisque de nombreux accords existaient entre les deux pays. Sans doute. Mais les États-Unis avaient aussi des relations privilégiées avec un certain nombre de pays arabes dits modérés. L'Arabie Saoudite. Mais aussi l'Égypte et la Jordanie, des pays auxquels ils vendaient des armes. Ils n'avaient donc nullement l'intention d'en informer précisément leur allié israélien. Et d'une certaine façon, cette dissimulation... justifiait l'espionnage israélien? Non, c'est sûr. Et informés de la richesse de ces premières moissons, les autorités de Jérusalem ont autorisé le LACAM à poursuivre le traitement de la taupe Pollard, en dépit du risque politique que cela représentait en cas de pépin. Est-ce que c'est le colonel Sella qui continue à être l'officier traitant de Pollard? Dans un premier temps, oui. Les deux hommes sont d'ailleurs devenus des amis. Mais évidemment, ça ne peut pas durer. Et c'est un véritable agent de renseignement qui va prendre la suite, un certain Yagour, qui est attaché scientifique au consulat d'Israël. Ah oui, donc un homme qui bénéficie, lui, de l'immunité diplomatique. Et ce n'était pas le cas de celle-là. À partir de ce moment, les contacts avec Pollard vont être plus sérieux. Plus professionnels. Oui. Une question, là, avant d'aller plus loin. Vous m'avez dit que le profil psychologique de Pollard était plutôt inquiétant. Hein. Et les Israéliens étaient-ils au courant? Évidemment. Je vous ai dit qu'ils ne l'avaient pas recruté par hasard. Et comme ils le connaissaient bien, ils ont fait en sorte de le caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire... Au fond, de quoi avait besoin ce mythomane de Pollard? De reconnaissance, avant tout. Par conséquent, ils n'ont jamais manqué de lui faire savoir qu'il rendait des services inestimables à Israël. Bref, ils l'ont flatté. Ils n'ont pas eu besoin de se forcer, car les documents que Pollard leur présentait étaient effectivement de toute première importance. Enfin, avant de voir plus précisément quelle était la nature de ces renseignements, comment... Pollard procédait-il pour transmettre ces informations? Oh, très simplement. L'espion collectait des renseignements dans les banques de données des services américains auxquels il avait accès, ou dans les archives secrètes où il était autorisé à pénétrer. Il les imprimait. Ou alors, quand il s'agissait de documents originaux, des photos prises par satellite, par exemple, il les empruntait quelque temps, le temps de les communiquer à son officier traitant. Et ça veut dire qu'il quittait son bureau avec des documents? Effectivement. Ouais, c'était très risqué, ça. Vous avez raison. Pollard était à la merci d'une fouille inopinée. C'est d'ailleurs ce qui finira par le perdre. Comment s'est opéré exactement le recrutement de la taupe Pollard? Jacques de Rogy et Ezi Carmel, qui ont publié un ouvrage intitulé « Israël ultra secret », confirment la rencontre entre Pollard et le colonel Stella chez un riche juif de New York, Steven Stern. Le futur espion, qui cherchait depuis longtemps à contacter un représentant israélien, fait aussitôt des offres de service. La suite aurait été celle-ci. Celle-là sollicite l'accord de son chef, le général Amos Lapidot, qui l'encourage à adresser un rapport à Rafi Eitan, le patron du LACAM, l'obscur office de liaison scientifique du ministère de la Défense, qui ne figure même pas dans l'organigramme des services secrets israéliens détenus par la CIA. Eitan fait transmettre son feu vert à celle-là pour le nouveau rendez-vous. Pollard apporte un dossier bourré d'informations de première qualité. Surexcité, Eitan croit tenir la chance de sa vie de surpasser son rival du Mossad. Mais au LACAM, ses subordonnés regimbent. D'une part, le service n'a pas pour mission d'espionner les Américains chez eux. D'autre part, l'expertise graphologique de l'écriture de Pollard laisse à désirer. En conséquence, ils exigent de leur chef une attestation reconnaissant avoir été avertis par eux de la dangerosité du personnage et lui demande de ne pas faire du colonel Sella son agent traitant. Décidé à n'en faire qu'à sa tête, Eitan s'envole pour les États-Unis, convaincre Sella de continuer la manipulation de sa recrue en lui assurant qu'il y est autorisé par des décideurs politiques. Eitan bluffait-il ou, comme l'a dit M. X, ces décideurs politiques avaient-ils bel et bien donné leur feu vert? Après avoir recueilli ces documents, comment
Jonathan Pollard les remet-il à son officier traitant? La procédure utilisée est la suivante. Les Israéliens ont acheté une villa dans les environs de Washington. Il est prévu que Pollard s'y rende tous les 15 jours. Une photocopieuse ultramoderne est à sa disposition. Quand les documents ont été dupliqués, il peut repartir, regagner son bureau et replacer les papiers là où il les a pris. Oui. En fait, on n'a pas parlé d'argent. C'est vrai. C'est un point important quand même. Car Pollard est aussi un panier percé, criblé de dettes. Il a donc toujours besoin d'argent. Et le LACAM va le rétribuer assez largement. Une solde mensuelle, une bague offerte à sa fiancée, un voyage de noces en Europe dans les meilleurs hôtels et l'ouverture d'un compte en Suisse. Au total, plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est pas rien, en tout cas, ça veut dire que Pollard n'agit pas seulement par sympathie pour Israël. Certes, mais le LACAM préfère ça, je vous explique. D'abord, à partir du moment où une taupe est payée, on la tient. Ouais. Ensuite, plus Pollard reçoit d'argent et plus il est conforté dans l'idée qu'il rend des services considérables à Israël. Psychologiquement, c'est très important. Parce que ça l'encourage à en faire encore plus. Bien entendu, parce que désormais, Pollard va travailler à la demande. À la demande, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, au début de sa collaboration avec le LACAM, c'est lui qui prenait l'initiative de dénicher des documents qui pouvaient intéresser Israël. Maintenant, on va lui désigner des secteurs de recherche. Et pour le tranquilliser, car il va être obligé de prendre de plus en plus de risques, on lui donne un passeport israélien, sous un autre nom, naturellement. Ouais. Donc il a l'assurance de pouvoir venir s'installer en Israël si les choses tournent mal. C'est ce qu'on lui laisse clairement entendre. Ouais. Parfait, alors, voyons maintenant vraiment ce que Pollard a livré aux Israéliens. Des milliers et des milliers de pages. Des renseignements sur les systèmes de communication de la marine américaine, les dispositifs militaires soviétiques au Proche-Orient, les ventes d'armes aux pays arabes et nombre de photos satellites. C'est d'ailleurs grâce à certaines de ces photos que l'aviation israélienne pourra bombarder le QG de Yasser Arafat à Tunis en octobre 1985. Et à Washington, ça donnera la puce à l'oreille à quelques spécialistes du renseignement. Parce que ce bombardement les a étonnés? Et parce qu'ils savaient très bien que les Israéliens ne pouvaient pas disposer des photos aériennes nécessaires à la préparation d'une telle opération. Seuls les services américains les possédaient, c'est ça? Par conséquent, il était probable qu'une taupe leur avait communiqué ces photos. Et c'est ce qui va déclencher la chute de Pollard? En tout cas, ça n'a fait qu'accélérer les choses, car Jonathan Pollard intriguait de plus en plus ses supérieurs. Il y avait d'abord son train de vie. Le couple Pollard semblait rouler sur l'or. Ouais, pas très prudent, ça. Non. Et il est certain que les gens du LACAM ont commis des imprudences. Leurs rivaux du Mossad n'auraient certainement pas autorisé Pollard à fréquenter les meilleurs tailleurs ou dîner dans les restaurants les plus chers. Et ils vont faire preuve du même amateurisme lorsque leur taupe va être démasquée. Oui, mais à part son train de vie, qu'est-ce qui nourrit les soupçons de ses supérieurs? À plusieurs reprises, Pollard est pris en flagrant délit de mensonge. Oh, pas du gros mensonge, mais quand même. Mais quoi, par exemple? Eh bien, il invente de faux prétextes pour consulter des archives hautement confidentielles, ou il ment sur son emploi du temps. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'un de ses collègues l'a vu quitter son travail avec une grosse quantité de documents. Des documents secrets qui, après vérification, n'auraient jamais dû sortir du bâtiment où Pollard travaillait. Ouais, il est donc pris la main dans le sac. Presque, oui. Mais c'est l'installation clandestine d'une caméra dans son bureau qui va révéler le poteau rose. Le contre-espionnage de la marine découvre alors que Pollard consulte des documents qui n'ont rien à voir avec son travail sur le terrorisme. Il est alors arrêté? Interrogé d'abord, et de façon très courtoise, mais Pollard a réponse à tout. S'il consulte tant de documents étrangers à son travail, c'est qu'il a découvert une importante affaire d'espionnage. Est-ce crédible? En tout cas, ce n'est pas malhabile, mais il va commettre une erreur fatale. Autorisé à téléphoner à sa femme, il lui indique, grâce à un message codé, qu'il lui faut au plus vite se débarrasser de quelques documents qu'il a rangés à son domicile. Des documents soustraits aux archives secrètes. Oui. Son épouse, paniquée, ne trouve rien de mieux que d'entasser ses papiers dans une valise et de confier celle-ci à ses voisins. Des voisins très intrigués qui trouvent l'affaire suspecte et alertent les autorités. Ouais. Très intrigués. Alors c'est la fin? Pas tout à fait. Pollard n'a pas encore été arrêté, et le soir, il peut rejoindre son domicile, mais il sent bien que les carottes sont cuites. Alors il téléphone à Yagour, son officier traitant. Il demande à être exfiltré au plus vite. Mais, et c'est là qu'il faut parler d'amateurisme, rien n'a été prévu. Aucune procédure, aucune filière d'évasion. C'est quand même très étonnant pour une taupe qui rendait de tels services. Je suis d'accord avec vous. Alors Pollard, se sentant lâché, tente une ultime manœuvre avec son épouse. Il monte en voiture et entre en force dans l'ambassade israélienne à Washington. En force? Oui. Il profite de l'ouverture de la grille au passage d'une autre automobile, mais il a été filé par le FBI. Et plusieurs voitures de la police fédérale font déjà le siège de l'ambassade. À l'intérieur, les services de sécurité ont compris. Et pour éviter un incident avec le FBI, ils refoulent Pollard. Pourtant, il avait un passeport israélien. Oui.
On l'abandonne donc. Exact. Et aussitôt, tous les agents du LACAM qui se sont occupés de lui quittent précipitamment les États-Unis. Cette fois, Pollard est vraiment arrêté. Et puisqu'il a été abandonné, il passe immédiatement aux aveux. La suite est prévisible. Aux États-Unis, on pousse un grand coup de colère. À Jérusalem, après avoir nié, on présente des excuses et on rejette la fausse sur Ethan et quelques subalternes. Et enfin, de part et d'autre, on essaie d'atténuer la portée de l'affaire. Mais fondamentalement, la trahison de Pollard a-t-elle brouillé les relations entre les deux pays? Non. Non, parce que les États-Unis et Israël étaient liés par des intérêts autrement importants. Mais ça a acheté un froid temporaire, c'est certain. Et il faut souligner que, malgré les demandes pressantes des autorités israéliennes, Washington n'a jamais accepté de gracier Pollard, condamné à la prison à perpétuité. Songez que lors des négociations de Wye Plantation entre Israéliens et Palestiniens, le Premier ministre Netanyahou a menacé de ne pas signer si Pollard n'était pas libéré. Forme de chantage. Oui, mais Clinton n'a pas cédé. Alors pourquoi cette obstination des Américains? Après tout, Pollard a déjà passé presque 17 ans en prison. Et c'est un citoyen d'un pays qui est le meilleur allié des États-Unis au Proche-Orient. Et il est devenu en Israël une sorte de héros national, à l'instar d'Eli Cohen dont nous avons parlé récemment. Alors oui, on peut se demander pourquoi les Américains s'obstinent à le garder en prison. Et je crois savoir. Je vous écoute alors. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la violence avec laquelle Caspar Weinberger s'était exprimé. Il était même allé jusqu'à dire que Pollard méritait d'être fusillé. Et j'ai compris. L'activité de Pollard n'avait pas été seulement de l'espionnage entre deux pays alliés, comme il s'en était déjà produit entre Israël et les États-Unis. Ça allait bien au-delà. Et il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans les années 80, les Israéliens font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir que les Juifs soviétiques soient autorisés à immigrer en Israël. Oui, en fonction de la loi du retour. Pas seulement. Parmi ces Juifs, il y a aussi des gens très qualifiés, des scientifiques de haut niveau, par exemple. Dire des personnages qui intéressent beaucoup les Israéliens. Bien sûr. Mais Moscou fait la sourde oreille. Alors naît l'idée d'un marché dans les précieux documents fournis par Pollard. Il y a beaucoup d'informations militaires qui pourraient intéresser les soviétiques. Par exemple? Bon, je ne vous en donnerai qu'un. La panoplie des méthodes utilisées par la marine américaine pour repérer et traquer les sous-marins nucléaires soviétiques. Une information capitale en cas de conflit. Ouais. Et les Israéliens ont vraiment communiqué ces secrets militaires à Moscou? J'en suis persuadé. Et en retour, vous pourrez vérifier, de nombreux Juifs soviétiques ont soudain obtenu la permission de venir en Israël. Il s'agissait d'une sorte de troc. C'est ça. Mais par un moyen ou un autre, les services de renseignement américains ont appris le fin mot de l'affaire. Et c'est Pollard qui a payé le prix fort. J'ai longtemps cherché dans les journaux et les livres publiés sur cette affaire une confirmation de la thèse de M. X. Et j'ai trouvé, dans un article du journaliste Seymour Hersh, paru en 1999 dans le New Yorker. Il affirme avoir reçu des confidences de responsables de la CIA, furieux à l'idée que la Maison-Blanche, cédant à la pression israélienne, pourrait un jour gracier Pollard. Et pour bloquer cette possibilité, ils ont révélé que l'espion avait causé des dégâts considérables, encore plus considérables que ce qu'on imaginait, puisque certaines de ces informations avaient abouti en URSS.